un petit peu de famille, amis, bref, des changements de rythme qui nous font du bien à tous. Ça a été aussi un break pour nous, même s'il a été de courte durée. Et travailler dans son exploitation, ne pas monter à Paris 2 semaines, c'est en soi des vacances, donc ça fait du bien. L'été a été compliqué pour les agriculteurs et pour nous responsables, notamment en raison des événements climatiques. La star de l'été, ça a quand même été le climat qui a rendu les choses extrêmement compliquées. Et je vous remercie d'avoir beaucoup relayé les problèmes que la sécheresse d'abord pose aux agriculteurs, doublée ensuite d'une canicule extrêmement grave. C'est une sécheresse particulière, j'y reviendrai, et ça montre quand même qu'année après année, les événements se répètent et s'amplifient. Et pour les exploitations agricoles, c'est de plus en plus difficile de tenir et d'assurer la résilience, alors que les événements climatiques se font beaucoup plus violents, récurrents, et qu'ils parfois se télescopent entre eux aussi. C'est un comble d'avoir eu des excès d'eau en mai-juin, et puis d'être en sécheresse dès juillet, dans d'autres départements. Donc tout ceci, il faut que nous l'appréhendions. Le climat change, changeons. Changeons aussi notre regard sur un certain nombre d'habitudes, de pratiques, et osons dire qu'il faut donner à l'agriculture française les capacités de résilience, capacités techniques, capacités financières, capacités fiscales, de résister à ce climat changeant qui va se répéter, c'est aujourd'hui inscrit. Nous avons eu aussi la question du procès aux États-Unis qui a fait beaucoup de débats, qui a été beaucoup commenté et qui a mis en avant la très forte sensibilité de l'opinion publique à ces sujets, mais aussi la très forte réactivité des associations et d'un certain nombre d'élus politiques pour, par une petite phrase ou par un tweet, donner leur avis sur ce sujet. À la FNSEA, nous avons pris en compte cette attente sociétale et nous avons, avec le contrat de solution pour une trajectoire de progrès pour la protection des plantes, montré que nous étions au travail pour engager la nécessaire réduction de l'usage et des impacts des produits phytosanitaires et pour aussi, sur l'action particulière du glyphosate, trouver le plus vite possible des solutions. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis il y a eu, mais c'était déjà à la rentrée, la décision surprise de Nicolas Hulot de quitter le ministère de la Transition écologique et solidaire. Surprise pour tout le monde. Nous avons eu à commenter, je me rendais au ministère de l'écologie au même moment, je l'ai appris devant le ministère de l'écologie lors de mon rendez-vous avec M. Lecornu sur la question des sangliers. Et redire que Nicolas Hulot est un homme de conviction avec lequel nous avions noué des relations de travail. J'avais souhaité lors de son arrivée pouvoir avoir des rendez-vous réguliers, pas seulement en période de crise. Nous avons donc eu des rendez-vous tous les trimestres, toujours accompagné de mes responsables de dossier, que ce soit le sujet des phytosanitaires, de l'énergie, de l'eau, la question aussi de la biodiversité, où il a montré beaucoup d'écoute et où il a découvert, je pense, la capacité de changement et de transformation qu'avaient mis en œuvre les agriculteurs et qu'accompagnait la FNSEA pour justement répondre à la fois à l'attente des marchés, à l'attente de la société, mais aussi à ces événements de changement climatique qui nous poussent à travailler différemment. Sa visite impromptue lors du Salon de l'Agriculture, pendant 30 minutes sur notre stand, alors qu'il n'avait pas prévu de venir, a été aussi un moment d'échange. Et c'est ce jour-là que nous lui avons présenté par le menu le contrat de solution, ce qui lui a permis de voir que c'était solide et que nous tenions nos promesses, puisque lancé le 14 novembre, nous étions le 25 février, il y avait déjà de la matière et des engagements et une méthodologie. Et nous avons tenu le timing puisque nous avons présenté le contrat de solution fin du premier semestre 2018, dans les temps. M. Hulot était prêt à signer à nos côtés, m'a-t-il dit. Il a regretté comme nous que nous manquions de moyens. Il a d'ailleurs dit que lors de sa déclaration de quitter, qu'il avait regretté de manquer de moyens, nous aussi, puisque pour accompagner cette transformation, il faut des moyens et malheureusement, nous n'avons pas réussi à mobiliser les moyens financiers nécessaires sur le contrat de solution et sur d'autres évolutions. Nous avions des sujets de désaccord, que ce soit sur le loup ou sur l'ours, des sujets de désaccord qui resteront, puisque me rendant régulièrement sur le terrain, j'ai pu voir la détresse des éleveurs et elle m'émeut à chaque fois lorsqu'ils décrivent leurs brebis éventrées, égorgées, et qui doivent finir en les saignant au couteau. C'est des choses qui sont très difficiles et malheureusement sur ce sujet, nous avions un point fort de désaccord. Je lui ai dit ici que j'avais regretté ces phrases très dures cet été
sur le glyphosate, mais il était sous pression. Et c'est vrai qu'il avait compris aussi que la stratégie des petits pas est celle que nous avions adoptée, parce qu'il faut concilier économie et écologie, il faut concilier agriculture et écologie. Et c'est pas si simple. Et quand il y a ceux qui lancent des injonctions en claquant des doigts avec un rythme effréné, et ceux qui font et qui ont les mains dans la terre et qui voient que le rythme des saisons ou le climat lui-même ne rend pas tout possible, nous avions expliqué peu à peu que nous allions faire des transitions, mais qu'il nous fallait du temps. Et je pense que un certain nombre d'associations environnementales très, très dures, les plus radicalisées d'entre elles, qui exprimaient régulièrement « il ne sert à rien, il ne fait rien, il n'a pas de bilan, etc. », les critiques des amis font toujours plus mal que les critiques des adversaires. Les critiques de ses amis indéniablement lui faisaient mal. On l'a d'ailleurs vu la semaine précédente quand M. Jadot en campagne, et bien sûr quand on est en campagne on est un peu plus véhément, a été très très dur. Plusieurs sont montés à la rescousse pour défendre Nicolas Hulot. Donc voilà, c'est ainsi. Nous attendons la désignation d'un nouveau ministre. On sait qui on perd, on ne sait pas qui on aura, donc on ne sait pas quel sera le profil. Mais j'ai toujours reconnu la sensibilité, la sincérité et les convictions de Nicolas Hulot et son écoute. Je le dis, son écoute, puisque sur le dernier rendez-vous au ministère de l'écologie des sangliers, c'est Nicolas Hulot qui m'a informé du rendez-vous avec M. Lecornu, donc il a tenu la barre et le travail jusqu'au bout en me donnant ce rendez-vous le mardi matin. Alors, ce climat changeant touche l'agriculture forcément. Notre usine à nous n'a pas de toit. C'est-à-dire que nous sommes les premières victimes du changement climatique. La viticulture en 30 ans a gagné 30 jours en date de vendange. Tous les secteurs sont concernés. Les fruits ont gagné 3 semaines et ça télescope avec les fruits qui viennent du sud. Les moissons ont également été avancées. Mais quand les événements climatiques sont aussi nombreux et récurrents, eh bien il faut regarder qu'il faut changer de braquet et appréhender autrement les solutions à apporter. Dire aussi que les prairies, qui ont occasionné le gros manque de fourrage, parce qu'elles étaient totalement desséchées, certaines même d'entre elles sont mortes et il faut les ressemer, ne captent plus de carbone qu'elles sont desséchées comme ça. Et quand la France compte 13 millions d'hectares de prairies, c'est un formidable réservoir de carbone pour lutter contre les gaz à effet de serre. Et l'agriculture, très impactée par le changement climatique, victime est également solution, est également en capacité de capter du carbone, de produire des énergies renouvelables. Et nous avons donc une responsabilité. Et nous voulons aborder ce sujet du climat, le climat changeant, sur l'ensemble de ces aspects et être capable d'apporter des solutions aux agriculteurs, des solutions techniques et matérielles, des solutions financières et des solutions fiscales. Sécheresse particulière avec une arrivée tardive. Mi-juillet, peu de départements touchés. Et puis une amplification du déficit hydrique. Fin juillet, début août, des températures à 35, 38, 40, 42 degrés dans bon nombre de départements qui ont porté le coup fatal à ceux qui restaient verts et en végétation. Et nous avons vu jour après jour tout flétrir. Les maïs non irrigués, qui étaient l'espoir de fourrage pour les éleveurs dont les prairies étaient desséchées, ont peu à peu changé de couleur, les feuilles se sont repliées, sont devenues chrysanthes, ce qui est pour nous caractéristique de plantes extrêmement desséchées. Les grains qui étaient en formation ne se sont pas formés, puis ne se sont pas remplis, ce qui fait qu'aujourd'hui les rendements escomptés ne sont pas au rendez-vous, ni en quantité de fourrage nécessaire, ni en qualité, puisque quand il n'y a pas de grains, il y a moins de valeur pour le maïs fourrage, sur lequel comptaient les éleveurs pour alimenter leurs animaux. Les animaux, lorsqu'ils luttent contre la canicule et lorsqu'ils mangent moins, produisent moins. Donc ça s'est traduit aussi par moins de production de lait, moins de production de viande parce que pas de croix d'animaux. Dans les bâtiments d'élevage neufs et climatisés où la température est contrôlée, pas d'incidence, pas de déficit de croix. Par contre, dans les vieux bâtiments, nos animaux étaient essoufflés, ne poussent pas. Donc des incidences économiques immédiates, puis nous avons préempté sur l'utilisation des stocks fourragers et donc c'est une vraie difficulté pour les agriculteurs. Donc c'est pour ça que nous sommes vraiment déterminés en cette rentrée à pousser sous les feux cette question du nouveau contexte climatique qui nous concerne au premier chef, nous agriculteurs, et sur lequel on ne peut pas rester à faire le constat année après année, été après été, que c'est grave, que ça se répète. Il faut changer de braquet sur l'adaptation au changement climatique en agriculture. Et ça montre aussi que parfois certains clichés ne tiennent plus. C'est-à-dire que ceux qui sont contre la culture du maïs en lui trouvant trop de défauts
ont bien vu cette année que les prairies desséchées n'apportent rien et plus rien, et ne produiront rien jusqu'au printemps prochain, vu la date à laquelle nous sommes, déjà les premières baisses de température. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit capable de changer de braquet. Ça mettra aussi au devant de la scène le sujet de l'irrigation, dans le cadre des assises de l'eau, ponctué hier pour la première partie par M. Édouard Philippe, et puis lancé pour la deuxième partie prochainement par le futur ministre de l'écologie. Donc, face à tous ces sujets, la FNSEA se positionne en appui aux agriculteurs et cherche des solutions. Nous avons donc cherché des solutions, et Jérôme va vous détailler tout ce que nous avons fait sur le sujet sécheresse et accompagnement des agriculteurs via notre réseau sur le sujet sécheresse, également par rapport aux aspects réglementaires de dates imposées pour semer nos SIE et nos SIPAN. Merci Christiane, bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez bien compris, c'est tellement de rentrées liées à la sécheresse et aux situations donc, climatiques, bien sûr, nous a beaucoup mobilisés aux côtés de nos agriculteurs et sur les différents secteurs de production. D'abord, la première chose, c'est ce que nous, on peut faire, et on s'est beaucoup mobilisé pour essayer notamment de répondre aux besoins des éleveurs sur l'approvisionnement de fourrage. Ça, c'est ça la force du réseau FNSEA et JA, c'est de pouvoir organiser avec nos départements cet approvisionnement, avec quand même une difficulté cette année, qui a été la précocité, en tous les cas, donc, des moissons, et cette canicule qui est arrivée donc bien plus tard, qui nous a pénalisé, en tous les cas, dans cette mobilisation qu'on aurait aimé être donc plus grande. Le deuxième sujet, parce que nous l'avons alerté dès le début, et auprès du ministre donc, de l'Agriculture, c'est de pouvoir donc démontrer que pour l'implantation de cultures intermédiaires à but donc réglementaire dans le cadre de la politique agricole donc commune, que l'implantation de surfaces d'intérêt écologique et des CIPAM était cette année totalement donc impossible. Impossible pourquoi? Parce que quand vous avez une sécheresse, et plus particulièrement donc de surface liée donc au niveau donc de la canicule, pouvoir faire de l'emblavement de culture, c'est impossible. Surtout quand on sait qu'il n'y aura pas donc de levée. Donc on appelle ça effectivement des surfaces d'intérêt écologique administratives. Donc certes, mais moi je vous le dis, ce n'est pas d'un bureau à Paris ou au niveau de Bruxelles, dès lors en plus qu'il est climatisé, qu'on ne doit pas prendre en compte la réalité donc, du terrain. Et celle que nous avons constatée, c'est l'impossibilité d'implantation de CIPAN et de SIE. Même si nous avons eu quelques dérogations, c'est largement donc, insuffisant. Et nous demandons au ministre donc, de l'Agriculture des réponses beaucoup plus appropriées que celles qui nous ont été donc, données donc, aujourd'hui. C'est aussi ce silence assourdissant que l'on a de la part de la puissance publique, du gouvernement, sur cette situation liée donc, à la sécheresse. D'abord parce que nous avons demandé, dès le début de cette sécheresse, de pouvoir réactiver les cellules d'urgence en préfecture pour avoir une situation liée de l'impact de cette sécheresse au niveau de l'économie de l'agriculture et de chacune de nos productions. Pas de réponse. Nous avons demandé d'avoir des dispositifs qui soient mis en place liés aux exonérations de taxes sur le foncier non bâti, sur la prise en charge donc, des cotisations sociales, parce que pour la plupart des situations, on cumule certes cette année la sécheresse, mais des années antérieures, on peut parler du gel, on peut parler de la grêle, on peut parler de l'excès d'eau, qui a amené donc des conséquences économiques pour les agriculteurs. Pareil, nous n'avons pas de réponse. Donc il faut que, aussi, au-delà de ce que nous faisons pour les agriculteurs, il faut qu'on puisse avoir donc des réponses. Christiane a évoqué, parce que ça va être le sujet donc de l'eau. Il va falloir qu'on sorte de cette absurdité. Moi, vous savez, vous l'entendez d'ailleurs par l'accent, je suis viticulteur dans le sud. J'ai eu déjà l'occasion de déclarer la difficulté avec le réchauffement climatique de l'utilisation donc, de l'eau donc pour la vigne. Mais quand je suis dans un département comme le mien,
où il tombe des milliards de mètres cubes d'eau et qui se déversent donc dans la Méditerranée parce qu'on n'est même pas capable, parce que administrativement c'est très compliqué de pouvoir stocker cette eau pour pouvoir en avoir une utilité pour les consommateurs et pour l'agriculture avec des systèmes économes dans la gestion donc, de l'eau, c'est une aberration. Et c'est plus tenable. C'est aujourd'hui plus tenable parce que c'est un pan de l'agriculture qui va donc disparaître dans l'ensemble de nos secteurs donc, de production. Les assises de l'eau tombent à point nommé. On ne doit pas en faire un sujet où on braque écologie, agriculture et consommateurs. On doit faire un enjeu qui est global dans l'utilisation et dans la gestion, donc, de l'eau. C'est les éléments que nous avons donc demandés. Je terminerai par cette mobilisation parce que c'est une incompréhension pour nos éleveurs. Sur la gestion des prédateurs, Christiane a évoqué, nous avons fait plusieurs déplacements. C'est pas compliqué. Ce qu'on dit, nous, c'est zéro attaque. Quand vous avez des éleveurs qui, quotidiennement, subissent des attaques et qui sont toujours réglementés par un contingent de population à abattre, c'est plus possible. Je le dis, c'est plus possible parce que ça anéantit le pastoralisme et l'élevage dans ces zones-là. Donc il ne faut pas faire de la comptabilité. Il faut que lorsqu'il y ait une attaque, on puisse donc se défendre sans que ça soit donc, comptabilisé. En tout cas, c'est le message que l'on fait donc passer. Et sur le sujet de l'irrigation et de la création de réserves d'eau, vous avez aussi vu que les pays du Nord qui ont été extrêmement touchés par la sécheresse, avant nous d'ailleurs, qui sont d'ailleurs venus s'approvisionner en fourrage dans le nord de la France et ont fait flamber les prix de la paille, y compris la Suisse aussi touchée par la sécheresse, sont en train de revoir et de faire le constat qu'il n'y a pas eu une politique de l'eau suffisante. Puis je donnerai 4 chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En France, nous stockons 2,7% de l'eau de pluie qui tombe du ciel, c'est très peu. L'Espagne en stocke 21%, à titre d'exemple, idem le Portugal. Et sur les 10 dernières années, les autres pays européens ont augmenté de 13% leur capacité de stockage, car la France n'a augmenté ses capacités de stockage que de 1,5%. Donc en fait, nous sommes en retard et nous amplifions notre retard, faute de volonté politique. Donc je crois que cette fois-ci, le gouvernement, appelé de toutes parts par rapport à cette question de la sécheresse, ne peut pas ignorer la nécessaire adaptation. D'ailleurs, l'habitat change parce que le climat change. Bon nombre de secteurs s'adaptent au changement climatique. L'agriculture, elle aussi, a besoin de cette adaptation. Donc nous avons apprécié le rapport qui a été conduit par le député Morenas et le député Prudon qui ont conclu au fait qu'il fallait augmenter le stockage de l'eau lorsqu'elle est en excès pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Et donc il fallait développer une politique d'investissement pour stocker davantage d'eau. J'ajoute aussi que bon nombre d'écologistes sur le terrain voient bien qu'il y a de façon induite une possibilité de maintenir, voire de restaurer de la biodiversité autour de ces plans d'eau et que très souvent ces réserves d'eau sont multi-usages puisqu'il y a aussi des activités de loisirs, de sport, d'accueil. Bref, ce sont des projets de territoire autour de l'eau. Et dans le sud-ouest de la France, là où les piscines prolifèrent le plus, enfin se développent le plus de population aisée, plus de réalisation de piscines, il y a un crescendo très fort de demandes supplémentaires d'eau, donc il faut appréhender tous les besoins et avoir une autre approche sur le sujet. Ça, c'est pour la partie matérielle. Pour la question et ça pose aussi la question du fourrage, puisque le maïs irrigué, c'est quand même l'assurance fourrage pour les éleveurs, et nous avons besoin de cette assurance fourrage. Nous avons aussi à travailler sur les dispositifs financiers qui nous permettent de tenir et d'être résilients. Au premier d'entre eux, le sujet de la fiscalité. Vous avez noté que la réunion de restitution qui devait avoir lieu le 31 juillet ne s'est pas tenue, pour les raisons que vous connaissez, et a été reportée au 4 septembre, c'est-à-dire mardi prochain. Nous rencontrons M. le maire lundi pour faire le point sur les avancées attendues sur la question de l'épargne de précaution. Il semblerait qu'elle ait été rebaptisée pour s'appeler une épargne d'entreprise
Et ce qui est très important pour nous, c'est qu'elle puisse être proportionnée au chiffre d'affaires des exploitations agricoles, pas la même somme pour tout le monde, qui puisse être tenu compte de la transparence GAEC, parce que pour faire face et avoir des exploitations résilientes, il faut être capable de mettre de l'argent de côté quand ça va bien, pour pouvoir le réinjecter quand ça va moins bien, et ainsi faire du lissage soi-même, avoir de l'autonomie et de la résilience dans nos exploitations. Alors pourquoi des montants proportionnels au chiffre d'affaires? Parce que le chiffre d'affaires de quelqu'un qui a des vaches allaitantes et des prairies n'est pas le même qu'un arboriculteur ou un viticulteur, et donc l'amplitude des dégâts et des risques n'est donc pas de même ampleur. C'est pour cela qu'il faut pouvoir avoir des montants suffisants. Et nous avons préconisé, nous, que nous puissions aller jusqu'à 70% du chiffre d'affaires mobilisable, épargnable sur un compte ou en stock ou en argent, pour pouvoir avoir cette résilience-là. Bien sûr, ça a un coût, et quand on regarde sur l'ensemble des années, nos appels au secours réguliers à l'État, qui intervient souvent trop partiellement et trop peu, ne répond pas à nos besoins. Donc réponse mardi, puisque ça a été annoncé par le président de la République lors de ses vœux, nous nous en souvenons, et plusieurs fois annoncé par différents ministres. Nous avons aussi souhaité aborder la question du financement. Je souligne que nous avons déjà établi des contacts avec le Crédit Agricole, banque principale, mais nous sommes en contact avec les autres banques également qui financent l'agriculture, parce qu'il va y avoir des besoins de trésorerie, et nous souhaitons qu'ils puissent avoir de l'aide de différentes natures, avec des prêts à taux le plus bas possible, des possibilités de report d'annuité aux besoins des agriculteurs, soit N+1, +2, soit en fin de tableau à négociation individuelle. Et j'ai un accord du président de la Fédération nationale du Crédit Agricole pour dire que d'ores et déjà, ils sont en train d'expertiser les situations les plus délicates et quels seront les besoins, tant en dispositif qu'en montant financier nécessaire. C'est important que les partenaires soient à nos côtés. Les cellules d'urgence qui se réuniront, mais les préfets ne les ont pas encore convoquées, nous le regrettons alors que nous le demandons depuis le 30 juillet, auront aussi à regarder comment obtenir les exonérations de TFNB, comment dégager des enveloppes MSA pour prendre en charge des reports de cotisations sociales qui allégeront les trésoreries. Bref, on ressort l'arsenal de façon ciblée pour les départements qui en ont besoin. Parmi les sujets importants aussi, il y a bien sûr tout ce qui est recherche et innovation pour avoir des variétés plus résilientes, avec moins de besoin d'eau, l'adaptation technique aussi avec des systèmes d'exploitation ou des rotations qui correspondent mieux, mais quand même, le sujet le plus important, c'est la question du stockage de l'eau. Autre domaine, le prix. Nous avons rendez-vous le 12 septembre à l'Assemblée nationale pour le réexamen de la loi GALIM, loi alimentation. Enfin, nous avons regretté le report. Le débat est prévu le 12 à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas les dates ensuite. Nous allons porter une nouvelle fois le débat sur le chapitre 1 avec la nécessité de retrouver des prix rémunérateurs pour les producteurs. Priorité numéro 1 affichée par le candidat Macron, puis par le président de la République à Rungis. Donc, mettre en œuvre toute la batterie de dispositifs qui nous permettront de construire des prix en marche avant, d'avoir des indicateurs fiables définis dans les interprofessions. Et j'invite vraiment les interprofessions et tous les acteurs de la profession à être sérieux et responsables. Nous savons qu'il y a eu des réunions qui se sont tenues fin juin, tant au CNIEL qu'à Interbev, où malheureusement les représentants de la distribution n'ont pas permis que des indicateurs soient définis. C'est préjudiciable. Donc nous souhaitons vraiment une responsabilisation de tous les acteurs et qu'on puisse ainsi avoir une référence de coût de production, référence qui sera utilisée ensuite pour la négociation des contrats. Donc je ne décris pas tout l'arsenal que nous avons décrit plusieurs fois devant vous, mais j'y reviendrai si vous le souhaitez. Mais pour nous, la fermeté est totale parce qu'on a vu depuis trop longtemps les prix payés producteurs beaucoup trop en difficulté et ça pose préjudice pour les revenus. Sur le volet 2 des États généraux de l'alimentation, nous voyons bien que sur la question des phytosanitaires, la pression qui a été accrue cet été prépare des débats qui seront à nouveau compliqués. Nous souhaitons que les parlementaires persistent à dire faisons confiance aux acteurs, ils sont au travail, parce que oui, nous sommes au travail, avec 40 partenaires réunis autour du contrat de solution, c'est historique, c'est inédit, ça ne s'est jamais passé en France. Donc les ministres l'ont salué. Dans le plan Ecophyto 2, les ministres
ont appuyé sur la nouveauté et l'espoir suscité par cette évolution-là. Et nous continuons à travailler pour continuer à écrire des fiches solutions pour les agriculteurs, mais aussi à déployer. Et donc nous serons présents sur tous les salons de rentrée. Nous serons présents à ActuAgri avec un stand dédié avec l'ensemble des partenaires à Innovagri. Je l'ai dit comme il faut? Oui. À Innovagri. Je vois un sourcil qui se dresse, j'ai eu peur de ne pas avoir prononcé comme il faut. Pour justement expliquer, communiquer, y compris aux très nombreux agriculteurs qui passent et qui s'interrogent, comment nous avons engagé ce changement de posture en disant les phytos, c'est nous, mettons-nous au travail tous ensemble, tous les partenaires et trouvons les solutions. Innovation produit, biocontrôle, robots, etc., aide à la décision, formation, vulgarisation, prescription, conseil, et tous les conseillers territoriaux ont un rôle énorme à jouer pour que les agriculteurs se sentent concernés et trouvent des solutions et ne se sentent pas perdus. Donc nous le déplorons également au SPACE et dans les différents salons viticoles ou fruits, légumes qui vont se dérouler. Dire enfin que sur un sujet extrêmement difficile qui va être le premier chaud sujet de la rentrée, c'est le sujet des travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi. Jérôme Vol, qui est là et qui est responsable emploi à la FNSEA, va nous dire comment nous envisageons les choses, ou plutôt les détails d'explication du sujet, mais à gros traits, nous avons appris, nous avons eu des échos en juin de la volonté du gouvernement en raison du remplacement CICE pour une baisse générale des charges, de supprimer CICE, et il avait été promis que ça se ferait sans coût supplémentaire. Nous avions un dispositif TODE qui s'ajoutait en réduction de charges, mais ce dispositif n'est pas pris en compte dans l'alignement qui est programmé. Résultat des courses, pour les employeurs de main-d'œuvre saisonniers, 930 000 contrats en France, notamment en viticulture en nombre, mais en ampleur, l'arboriculture est extrêmement touchée. C'est 930 000 contrats pour lesquels ça va être 189 € de plus par mois, par saisonnier. 189 € par saisonnier en plus chaque mois. Autant dire la non-compétitivité évidente. Quand on voit déjà aujourd'hui que sur le coût du travail saisonnier, nous avons un coût 36% supérieur à celui de l'Italie, 27% supérieur à celui de l'Allemagne, 21% supérieur à celui de l'Espagne, on ne voit pas comment les producteurs qui sont sur le même marché que ces producteurs des pays que j'ai cités pourraient tenir. Donc pour nous, c'est un refus total. Nous l'avons dit au Premier ministre le 25 juillet, qui s'est montré très ferme, qui n'a pas manifesté l'intention de changer d'avis, mais ça n'est pas acceptable. Donc, la commission syndicale qui se réunit sous la présidence de Jérôme la semaine prochaine lancera une action syndicale. Nous avons déjà alerté fin juillet et déjà des élus territoriaux nous soutiennent, des élus, des maires nous soutiennent, pour dire qu'il n'est pas possible en France d'avoir cette distorsion réintroduite. Parce que là, ce n'est pas un arrêt, c'est une réintroduction de distorsion qui va finir de mettre à plat. Donc quand on voit qu'on a déjà eu une augmentation de 50% des légumes en France et de 67% des fruits dans notre pays, en raison notamment des prix bas des produits d'ailleurs, au passage fabriqués dans des conditions totalement différentes des nôtres, notamment sur le volet sanitaire, c'est pas possible du tout. Donc c'est un refus total sur ce sujet. Jérôme, et puis Jérôme, si tu veux bien avancer pour répondre aux questions. On répondra aux questions sur ce point-là. Je voudrais insister sur deux points. Parce que le gouvernement évoque effectivement une baisse sur le coût du travail, avec la fin du CICE, ce qui est vrai pour les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée, suivant la tranche auquel on se situe en termes de rémunération. Ce qui est aujourd'hui oublié et les parents pauvres, c'est les travailleurs occasionnels, c'est les contrats saisonniers, et bien sûr dans l'horticulture, les fruits et légumes et la viticulture, c'est capital en termes de compétitivité. C'est-à-dire que cette mesure avait été mise en place sur les TODE pour permettre, dans des situations de crise dans le secteur de fruits et légumes, d'avoir une marge supplémentaire en termes de compétitivité en allégeant le coût du travail. Aujourd'hui, de nous dire, c'est vrai, c'est une problématique, mais nous n'avons pas les moyens, 144 millions d'euros à l'échelle nationale sur les TODE, le dispositif, et avec un impact qui va de 168 € à 400 €
par mois par salarié pour ceux qui sont employeurs donc, de manœuvre en coût en impact et en coût. Ce que l'on veut dire, c'est ne pas trouver donc une solution, mais pas au ministère de l'Agriculture comme on nous le demande. Parce que demander ça au ministère donc, de l'Agriculture, c'est diminuer le budget du ministère donc, de l'Agriculture. Ce n'est pas notre demande. Notre demande, c'est qu'au niveau du Premier ministre, les moyens soient trouvés au niveau du budget de l'État. Au budget donc, de l'État pour permettre de garder le dispositif donc, des TO2. C'est pour cette raison-là que dès la semaine prochaine, avec les jeunes agriculteurs, avec les horticulteurs, avec les producteurs de fruits et légumes, nos associations spécialisées et légumes donc, de France, nous allons, et les viticulteurs, nous allons lancer une mobilisation nationale qui va être donc de la durée, parce que quand on va aller montrer pendant les vendanges, auxquelles aussi on a des difficultés de recrutement. Nous avons des difficultés de recrutement. Ça a fait, vous l'avez largement donc évoqué. Vous croyez qu'en supprimant les TODE, ça va arranger les éléments liés donc, au recrutement? La réponse est non. Et on va demander aux parlementaires, on va demander donc aux préfets, on va demander aux élus donc des communes d'aller dans les champs, d'aller dans les vignes, regardez ce que ça représente en termes de vitalité donc, du territoire, parce que si on a cette suppression donc, des TODE, je peux vous dire qu'il y aura un pan d'activité qui s'arrêtera et on fera un constat, comme on le fait à chaque fois. Ce constat, ah oui, en asperges, en pêche, en cerises, en vigne, on voit notre potentiel de production diminuer au profit de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Espagne, de l'Italie. Eux progressent, nous, on régresse. Ce n'est pas en supprimant le TODE, en termes de compétitivité, qu'on va y arriver. Et pour illustrer ce que dit Jérôme, parce que les chiffres nous effraient, entre 1996 et 2016, la sole asperge a diminué de 56% en France, alors qu'elle a augmenté de 112% en Allemagne. Moins 56% en France, plus 112% en Allemagne. La sole en fraise a baissé de 29% en France, toujours sur la même période. Elle a augmenté de 72% en Allemagne. Ce ne sont pas des chiffres minuscules. Sur les courgettes très consommées l'été, elle a baissé de 3,4%, vouliez-vous dire, seulement en France. Elle a augmenté de 162% en Allemagne. Donc quand on voit ces chiffres-là, c'est faillite, faillite, faillite. On ferme les hectares, on ferme les exploitations productrices de légumes parce qu'on n'est pas compétitif côté main-d'œuvre. La main-d'œuvre dans une exploitation de fruits et légumes, ça représente 65% du poste-charge. Donc si le gouvernement qui fait de l'emploi sa priorité, de la ruralité sa priorité, parce qu'on voit bien que la fracture ville-campagne est toujours mise en avant, et c'est une réalité, nous qui vivons à la campagne, on le voit, la baisse de morale et l'inquiétude en campagne, c'est abandonner l'agriculture, c'est abandonner la ruralité. Donc ça, on va mettre ces chiffres-là cet après-midi sous les yeux d'Édouard Philippe, puisque nous sommes reçus cet après-midi par le Premier ministre dans le cadre de la rentrée sociale, et nous aurons, à côté de tous les autres sujets, bien sûr, un mot pour cette question-là. Et puis pour terminer, alors, bien sûr, j'entends la question du coût, mais voilà des années que la FNSEA propose, depuis 1995, rendez-vous compte, la création de la TVA emploi, c'est-à-dire garder le même niveau de protection sociale, mais le financer autrement. Il n'est pas question de baisser le niveau social de notre pays, mais il est question de le financer autrement. Si on fait toujours payer le coût de la protection sociale sur le travail, en prélevant sur le coût du travail, on rend le travail non compétitif, donc le travail de la France et va être réalisé ailleurs. Donc ce sujet est tout à fait majeur et nous le portons. Nous savons que ça ne fait pas partie des priorités du gouvernement, mais je crois que M. Macron est très ouvert à l'innovation et n'est pas réfractaire à certaines réformes, si j'entends ce qu'il nous dit. Donc il faut aussi qu'il adapte sa vision et son discours pour répondre sur ces sujets-là. Dernier sujet avant de répondre à vos questions sur le sujet de la prédation et sur le sujet, tu l'as dit, sur le sujet de la prédation, mais sur le sujet des nuisibles et des dégâts de sangliers.
Nous avons eu une alerte rouge fin juillet, le 24 juillet précisément, lors du Comité national de la chasse et de la faune sauvage, où un décret était soumis à avis du Comité national de la chasse et de la faune sauvage pour faire 2 modifications dans le cadre de la régulation du sanglier. Allonger la période de chasse d'1 mois, du 28 février au 31 mars, et puis ne plus pouvoir classer le sanglier comme, alors je le dis entre guillemets, nuisible, puisque la nouvelle appellation, c'est pudiquement espèce susceptible de créer des dégâts. Voilà, depuis que certains ont voulu qu'on change, il n'y a plus d'animal nuisible, rien n'est nuisible, tout est utile. Ouais, n'empêche que le sanglier, quand il entre, il est nuisible. Donc, statut de nuisible, on connaissait, maintenant c'est espèce susceptible de créer des dégâts. Que se passe-t-il? On voit partout en France, dans tous les départements, proliférer les dégâts causés par les sangliers. Dans les prés, dans les champs, dans les vignes, dans les vergers. Alerté par notre responsable chasse Thierry Chalmin, j'ai donc alerté Nicolas Hulot, qui a immédiatement dit « Je regarde le problème, je vous trouve ce rendez-vous ». Et puis fin août, parce que la situation devenait plus compliquée et les dégâts continuent, j'ai lancé une action syndicale numérique avec le Sanglier Challenge. Et en l'espace de 4 jours, 55 départements nous ont envoyé des photos de dégâts, des vidéos de dégâts d'une extrême ampleur. Et en chiffres, ça donne quoi? 4 millions de sangliers présents en France, 4 millions, 1 million de chasseurs, 4 millions de sangliers. 4 millions présents, 700 000 sangliers tués en 2017, mais l'ardoise des indemnisations explose, puisque c'est 30 millions d'euros d'indemnisation aux agriculteurs, et non pas 55, comme j'ai pu le lire dans la bouche des dirigeants de la chasse. Ça n'a jamais été autant que 30 millions, et dans certains départements, je vais citer par exemple le Var, champion de France, c'est 28 000 sangliers tués. Donc quand dans un département vous avez une telle prolifération de sangliers, c'est qu'il y a un problème de régulation. Donc nous sommes en dialogue avec les fédérations de chasse pour essayer de gérer le problème et de réguler au mieux pour contenir les dégâts. On ne demande pas 0 sanglier. Les sangliers sont dans la nature et ils y resteront. On demande par contre que la population soit régulée, parce que quand il y a 700 000 sangliers tués, 30 millions d'euros de dégâts, 42 000 accidents de voiture, dont 40 mortels, les frais d'entretien des clôtures au bord d'autoroutes qui explosent, le problème ne devient pas seulement agricole. Donc il y a un vrai sujet. Donc il s'agit pour nous, et puis quand on a vu le sujet chasse remonter au plus haut niveau de l'État, et vous l'avez relaté aussi, nous nous sommes exprimés plus fortement pour dire attention, les agriculteurs ne peuvent pas indéfiniment offrir la cour de récréation aux ours, aux loups et désormais aux sangliers trop nombreux. Nous, notre leitmotiv, c'est plus de chasseurs, moins de sangliers pour moins de dégâts. Donc ça veut dire plus de régulation. Ce qui veut dire que l'État doit garder un pouvoir régalien et les préfets départementaux doivent pouvoir décider de battues administratives, de destruction de sangliers lorsqu'il en a trop, dans ce qu'on appelle les points noirs. Mais pour ça, il faut que le sanglier puisse être classé nuisible. Donc, pas question de donner les clés du camion 100% aux fédérations de chasse. Nous sommes en dialogue avec eux. Je m'entends très bien avec mon président de FD Chasse. La majorité d'entre nous, nous entendons bien avec nos présidents de chasse, mais au niveau national, il y a quelques esprits guerriers, c'est compliqué, mais on ne veut pas dénaturer les bonnes relations parce que nous avons intérêt à trouver des solutions ensemble. Et quand mon homologue de Meurthe-et-Moselle, je le cite, et vous pourrez l'appeler, vous le connaissez tous, mon président de FDSEA de Meurthe-et-Moselle, puisque c'est Luc Barbier, producteur de Mirabelle et de fruits, me dit que dans le département de la Meurthe-et-Moselle, 500 hectares de dégâts, on peut supporter. Par contre, au-delà, c'est beaucoup plus compliqué. Mais rendez-vous compte, 500 hectares de dégâts, c'est 5 fermes de 100 hectares données aux sangliers. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Donc, les dispositifs d'indemnisation sont également complexes, ce qui fait que tout le monde ne déclare pas ses dégâts. Mais les photos que l'on a vues avec le hashtag Sanglier Challenge montrent bien que même dans la ville de Fontainebleau, les parterres ont été totalement retournés. Dans certains départements, ce sont les cimetières qui sont visités par les sangliers. Bref, on a aujourd'hui une forte inquiétude aussi pour des raisons sanitaires. Vous savez que la peste porcine africaine se rapproche de plus en plus de nous. La situation n'est plus sous contrôle en Roumanie, n'est plus sous contrôle en Pologne. Or, il y a des importations que même le ministère de l'écologie nous dit ne pas connaître en nombre et en localisation. Donc ce sont des importations incontrôlées, c'est-à-dire pas suivies, pas tracées, de sangliers venant de là-bas, qui sont peut-être porteurs de la peste porcine africaine. Pour les éleveurs
c'est extrêmement compliqué. Imaginez bien un sanglier qui vient de là-bas et qui est tué, la trace de sang sur le sol, c'est de la peste porcine africaine qui arrive au grand galop. Donc le risque sanitaire est tel et l'incidence économique telle qu'il faut aujourd'hui arriver à regarder ce sujet avec professionnalisme, sans tabou, mais quand même regarder que les agriculteurs ne peuvent plus supporter autant de dégâts. Alors il y avait plus d'irritabilité cette année, notamment en raison du déficit fourrager. Bref, il y avait quand même, avec ce décret préparé et notre manque de fourrage plus important, une forte sensibilité. Donc moi je souhaiterais engager le dialogue. Je précise aussi que le 30 janvier, réunissant les chasseurs ici, nous avons proposé une séance de travail le matin petit gibier, l'après-midi gros gibier. Ils n'ont jamais donné de date, ils ne sont jamais venus, n'ont pas souhaité que cette réunion se tienne. Donc moi je suis ouverte au dialogue, je suis pro-chasse parce que nous avons besoin des chasseurs. Nous avons besoin des chasseurs pour réguler la population, mais il faut qu'ils respectent les agriculteurs et les biens des chasseurs et des forestiers. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. On va prendre les questions. Oui, madame. Bonjour, Claire Albion à la Info. Je pense qu'il faut que vous parliez plus fort. Comment est-ce que vous réagissez au propos de Pascal Canfin qui propose que la PAC soit copilotée par le ministère de la Transition écologique et par le ministère de l'Agriculture pour faire un Big Bang dès ce matin sur France Inter? Ok. D'autres questions? Oui, Gérard Lepuy. Oui, moi je voudrais savoir si des échos qui vous remontent des départements, on va ou pas vers de la décapitalisation en viande bovine notamment. Oui. Oui. Oui, bonjour. Concrètement, la mobilisation que vous évoquez la semaine prochaine, elle va prendre quelle forme? Okay. Mobilisation COD. 3 questions, on répond et on reprend 3 questions. Oh, pardon. Excuse-moi. La politique agricole commune. Alors, la PAC à Bruxelles fait l'objet de débats entre la commission agricole et la commission environnement. Donc, la proposition qui est sur la table est le résultat d'échanges et d'arbitrage par le président de la commission, après consultation de la commission agricole et de la commission environnement. Donc, au plan européen déjà, il y a eu notamment avec tous les dispositifs de verdissement et les dispositifs de conditionnalité pour le pilier 1, mais tous les dispositifs de pilier 2, une imprégnation environnementale affirmée. En France, c'est le ministère de l'Agriculture, mais qui de plus en plus a aussi des compétences et des dossiers qu'il suit sur le volet environnemental. La politique de l'agriculture biologique, c'est le ministère de l'Agriculture qui la suit. Très souvent, le ministère de l'écologie est associé, il y a un copilotage, on le voit sur les phytos, il y a même 4 pilotes. Dans bon nombre de domaines, il y a un copilotage des 2 ministères. Pour les états généraux de l'alimentation, le pilotage a été donné au ministère de l'Agriculture en associant les autres ministères. C'est probablement la formule qu'il faudra adopter pour la PAC lorsqu'elle va venir en débat. Mais ce que l'on voit aussi dans la proposition qui est faite par la Commission aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une montée en puissance de la problématique verte. Même d'ailleurs, je déjeunais hier à côté du ministre du Brexit anglais qui disait que pour les soutiens à leurs agriculteurs, ça allait être aussi des soutiens avec des obligations de respect environnementaux et des prestations de services environnementaux, qui est un vocable qui arrive aujourd'hui, avec le verdissement et l'éco-scheme, l'éco-programme, tel qu'il est dans la politique agricole commune. Donc nous savons que d'ores et déjà, la PAC d'aujourd'hui a un volet vert plus important que les PAC précédentes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut un copilotage à 100%. C'est quand même une politique économique et environnementale, mais c'est quand même une politique économique à la base, avec un volet environnemental que nous souhaitons voir garder au ministère de l'Agriculture. Y aura-t-il des capitalisations? Il y a déjà des capitalisations. Il y a eu moins de production laitière à cause de la à cause du manque de fourrage. Les pays du Nord, qui ont eu une sécheresse beaucoup plus grave, ont dû décapitaliser, donc vendu des animaux. Et vous avez vu des appels au secours, y compris des producteurs sur les réseaux sociaux, incitant leurs ressortissants à manger de la viande suédoise, à manger de la viande allemande, etc. Donc même des animaux du nord de l'Europe sont arrivés sur le marché. Et aujourd'hui, chez un certain nombre de producteurs de viande bovine qui connaissent des situations de trésorerie délicates et qui n'ont pas capacité à acheter du fourrage, il y a un vrai risque de baisse
du cheptel de souche et donc de vente de vaches pour tenir en termes de trésorerie. Pour la mobilisation, concernant la mobilisation, juste une précision parce que je ne l'ai pas fait donc tout à l'heure, cette suppression donc, des TO2 va intervenir dans le cadre de la présentation donc, du budget 2019 à l'Assemblée donc, nationale. Donc la première lecture va se faire à l'Assemblée donc, nationale, vraisemblablement plutôt fin octobre, pour un vote début décembre. Donc notre premier but dans cette action donc, syndicale, c'est de mobiliser les parlementaires pour ceux qu'ils peuvent en situation de récolte dans les champs. Pour ceux qui ne le peuvent pas, on se rendra dans les permanences donc, parlementaires pour avoir donc, des rendez-vous et avec les autorités donc, de l'État en préfecture ou déplacer aussi les préfets donc, sur les champs. Donc le but, cette première donc, mobilisation donc, syndicale avec détermination, c'est de montrer aux législateurs qui seront amenés à voter dans le cadre le budget, de se rendre compte de l'incidence que ça peut donc représenter. Cette action va s'inscrire donc dans tout le cas donc dans le temps et en fonction aussi des réponses qu'on sera amené à avoir du Premier ministre. Christian Lambert a évoqué que nous avions avec Jérôme Vol un rendez-vous après-midi sur le volet donc social. La réponse de nous dire seul le ministre de l'Agriculture est à même à pouvoir apporter une réponse sur son budget n'est pas acceptable. Donc nous voulons un budget d'État sur le sujet et on va sensibiliser les parlementaires qui seront amenés à se prononcer sur le budget. Ce que nous avons fait, ce qu'a fait Jérôme Vol, président de la commission emploi, tu vas expliciter, viens là. Nous avons fait le tableau de ce que ça coûte par région. Donc nous avons envoyé à chaque président de FRSEA quel est l'impact pour sa propre région pour pouvoir chiffrer en réalité au regard du nombre de saisonniers et de la masse salariale de sa région, combien ça coûte. Les chiffres sont vraiment impressionnants. Pour la région Oura, qui est la tienne, c'est 22 millions. Pour la région Grand Est, c'est 29 millions. Évidemment, viticulture, tant en Champagne qu'en Alsace. Et pour la région Occitanie, c'est 125 millions d'euros. Donc on est sur des niveaux extrêmement élevés. Alors peut-être quelques précisions plus techniques de Jérôme Vol. Oui, bonjour à tous. Donc Jérôme Vol, moi je suis vigneron en Ardèche, dans le sud de la France. Simplement par rapport à cela, nous on a alerté quand même notre réseau sur les impacts économiques que ça pourrait avoir avec les associations spécialisées plus particulièrement touchées. Donc la réflexion aujourd'hui, c'est de montrer aujourd'hui en termes d'emploi ce que ça peut représenter auprès des parlementaires, et je vais redire ce qu'a dit Jérôme, mais la réflexion elle est vraiment de cibler les parlementaires sur l'impact économique que cela peut avoir dans le territoire. Je le dis, on parle beaucoup de main-d'œuvre étrangère, quand même beaucoup de salariés aujourd'hui, travailleurs occasionnels, sont embauchés en France et vivent sur le territoire rural. Et ils sont souvent aussi une source de solution, quand même, je le dis, pour des conjoints ou des conjointes qui vivent dans le milieu rural et qui, par quelques petits boulots, peuvent continuer à avoir leur vie territoriale. Mais aussi, on est une vraie solution pour les étudiants, pour permettre de payer aussi leurs propres, j'ai envie de dire, études et survivre aussi ou vivre avec notre activité. Beaucoup d'activités se fait quand même pendant le mois de juin, juillet, août et septembre pour les vendanges. Donc c'est quand même, si on perd ces TODE, on va aller vers ou de l'arrêt de production, ou de la mécanisation, ou des choix politiques qui seront techniques. Et donc du coup, on perdra de l'emploi et on perdra aussi cette ressource locale, j'ai envie de dire, économique, qui permet de faire vivre un certain nombre d'autres personnes. Donc on a chiffré département par département, filière par filière, pour montrer les impacts que cela a, parce que je crois qu'il faut en parler comme ça. Et chaque exploitation aujourd'hui qui seront visitées par les députés seront chiffrées, et on peut avoir des pertes économiques dans certaines exploitations, ou des augmentations de charges particulièrement, qui peuvent être exorbitantes dans des filières comme la tomate ou la viticulture. Donc on est sur des sujets qui sont évidemment très sensibles. Donc ça a déjà commencé, la sensibilisation. Oui. L'idée c'est d'amplifier ce travail-là et peut-être finir par une action syndicale que la commission syndicale choisira sur le moyen de mobiliser. Je le dis en plus parce que ce qui est grave, c'est que lors de la première rencontre, on nous a dit qu'il y aura une exonération des charges sociales sur toutes les entreprises. C'est la fameuse qui devait rentrer en vigueur le 1er janvier 2019. Donc on arrête le CICE, on arrête le TODE et on vous fait
un accompagnement de 10 et quelques pourcents pour les plus bas salaires en termes d'accompagnement. Mardi, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, annonce déjà un report de ce dispositif-là. Ça veut dire qu'on aurait une double peine, ça veut dire qu'on nous enlèverait cet accompagnement TODE, et en plus, on n'aurait pas la baisse de charge de 10% qui ne vient pas compenser malheureusement non plus les TODE. Donc je trouve quand même qu'en termes de rapidité et d'engagement, nous on considère aujourd'hui qu'on ne peut pas toucher au dispositif TODE, comme on ne peut pas toucher au dispositif Fillon, tant qu'on n'est pas sûr de notre accompagnement qui pourrait compenser. Donc aujourd'hui, notre demande au Premier ministre, très clairement, sera de dire on ne touche pas au TODE pour 2019, sachant que vous avez été les premiers à reporter le calendrier de mise en place de la nouvelle mesure. On reprend des questions? Alors, par rapport à l'interdiction des néonicotinoïdes du 1er septembre, est-ce que, enfin, en réalité, vous étiez en attente de peut-être de nouvelles dérogations? Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'il y a des réunions prévues pour justement réfléchir à d'autres dérogations que ce qui est prévu? D'accord. Madame? Est-ce que vous pouvez me rappeler les grands engagements et les grands éventuellement sur le contrat de solution sur les phytos que vous avez pris avant l'été? Oui. D'autres questions? Oui. Un sujet que vous n'avez pas abordé, c'est les prochaines élections Chambre d'agriculture. Oui, j'allais conclure avec ça. Merci de mon aide-mémoire, en vous donnant le calendrier de la rentrée sur ce sujet. Pas d'autres questions? Alors, sur le sujet des néonicotinoïdes, nous avons communiqué fin juillet en disant que nous souhaitions des dérogations, ce qui est rendu possible par l'Union européenne aujourd'hui, pour les cultures qui sont sans solution, en citant notamment le maïs et les betteraves. Le maïs par rapport à la mouche grise qui impacte beaucoup et qui crée de gros dégâts, et les betteraves pour lesquelles, à ce jour, Dixit, l'Institut technique de la betterave aussi, pas seulement les producteurs, donc ce sont les scientifiques qui parlent, il n'y a pas de solution alternative. D'autres pays européens saisissent la possibilité donnée par l'Union de mettre en place des dérogations. La France ne veut pas le faire. Donc nous continuons à dire que ce n'est pas sérieux et que c'est un vrai préjudice pour les producteurs. Et certains producteurs ou certains syndicats betteraviers n'excluent pas, par exemple, de faire un recours, parce que si les autres pays choisissent une dérogation mais que la France seule ne le fait pas, c'est évidemment une très forte distorsion. La Belgique, la Wallonie a dit qu'elle allait demander une dérogation. J'étais d'ailleurs en Wallonie le jour où le ministre l'a annoncé. De chaque côté de la frontière, le dialogue entre producteurs va quand même être compliqué. Quand l'un aura la possibilité de traiter à 1 km ou même à 500 mètres, le français n'aura lui pas le droit de traiter. Et ces distorsions-là sont insensées. Elles s'ajoutent à ce que nous avions dit d'ailleurs lors de notre association syndicale du 13 juin. La France n'arrête pas d'interdire des produits phytosanitaires, mais laisse rentrer sur notre territoire des produits venant d'ailleurs qui ont été traités avec ces produits-là. Là, ça pourrait être pire parce que ça voudrait dire l'arrêt de la production. Or, la filière betterave dans notre pays, ça compte énormément en valeur ajoutée, en emploi, en territoire tenu, en importance agronomique dans l'assolement. Bref, nous ne sommes pas d'accord, et pas d'accord non plus avec l'attitude du ministre qui n'a pas répondu à la demande de rendez-vous de ces deux filières. La pire des choses, c'est la non-écoute. Et sur ce sujet, quand le ministre de l'Agriculture ne veut pas recevoir ni la CGB, Confédération Générale des Betteraviers, ni la GPM, producteur de maïs, c'est pas normal. Donc je l'ai dit à M. Travers, tout comme je vous le dis aussi, il y a 10 jours que nous demandons un rendez-vous pour parler des problèmes sécheresse, on ne l'a pas encore. Donc si le ministère de l'Agriculture traîne les pieds autant, il n'a pas vu que le problème était extrêmement grave, il y a un problème. Donc on ne peut pas rester ainsi avec des questions sans réponse. Donc sur le sujet des néonicotinoïdes, ce n'est pas acceptable que la possibilité offerte par l'Union ne soit pas utilisée par la France. Distorsion créée, recours sera probablement fait. Les grands engagements du... Auprès de qui, pardon? Auprès de quelle instance? Auprès du Conseil d'État. Le gouvernement français prend une décision qui nous disqualifie. Donc nous allons nous examiner la possibilité de... Ça sera certainement la CGB, la GPM, pas la FNSEA. Tout comme j'apporte un correctif par rapport à quelque chose que j'ai lu ce matin, mais je ne sais pas la source, je ne sais pas qui l'a écrit, donc je ne sais pas à qui je m'adresse. Suite à mon déplacement dans les Alpes de Haute-Provence sur la fièvre charbonneuse, il a été écrit, la FNSEA porte plainte pour connaître la responsabilité. Ce n'est pas la FNSEA, c'est la FDSEA des Hautes-Alpes qui porte plainte, mais ce n'est pas la FNSEA.
Grands engagements du contrat de solution. 40 partenaires de la recherche, de l'innovation, du machinisme, de l'industrie phyto, du biocontrôle, des outils d'aide à la décision, de la formation, les coopératives, les négociants, bref, l'agroéquipement, tous les partenaires qui gravitent autour de l'agriculture et qui ont une relation avec le sujet du raisonnement de la protection des plantes se sont associés pour faire une proposition et trouver des solutions plutôt que des interdictions. Et donc nous identifions de façon méthodique, à la fois pour les herbicides, les fongicides et les insecticides, les solutions existantes ou les pistes de recherche pour trouver le plus vite possible les solutions. Nous avons lancé ce travail le 14 novembre de l'année dernière, nous avons avancé le 25 février et le 12 juillet, nous avons présenté les 36 premières fiches. 300 sont en préparation, le travail continue, notamment dans les instituts techniques et en partenariat avec l'INRA et l'IRSTREA, pour apporter des réponses aux agriculteurs. Avec un zoom sur le sujet du glyphosate, pour lequel il y a une volonté de trouver vite des solutions, si la volonté gouvernementale va au bout, de sortir en 3 ans, alors que l'autorisation européenne est de 5 ans. Donc c'est une mobilisation très importante et la réussite dépendra du déploiement, c'est-à-dire de la capacité des agriculteurs à se saisir des changements de pratiques et des solutions qui seront trouvées. Donc il y a un très très gros travail d'explication de terrain et de déploiement auprès des agriculteurs. Voilà pourquoi nous allons aller sur tous les salons pour le présenter et diffuser, vulgariser les solutions que nous avons identifiées. Mais je peux vous dire que d'ores et déjà, beaucoup d'agriculteurs, et on entend dans les conversations, je l'ai plus entendu en étant dans mon département pendant les 2 semaines, ont à l'esprit de tout faire pour réduire le recours aux phyto, des variétés plus résistantes aux maladies, du désherbage mécanique chaque fois que c'est possible, des robots, on voit aujourd'hui, y compris des coopératives, des chambres d'agriculture, des CUMA qui achètent des robots collectivement pour arriver à faire du désherbage mécanique plutôt que du désherbage chimique et avec du glyphosate. C'est-à-dire toutes les solutions qui peuvent être trouvées sont recherchées, mais nous savons qu'il y aura des impacts, donc on va le plus possible chercher toutes les solutions possibles et géniales. C'est l'objet du contrat de solution pour la protection des plantes. Et enfin, un dernier point sur les élections, là je vais donner la parole à Jérôme, secrétaire général. Sur les élections aux chambres d'agriculture, nous sommes en train de finaliser avec les jeunes agriculteurs donc notre projet que nous allons présenter à nos réseaux respectifs le mardi 18 donc septembre, puisque nous allons réunir l'ensemble de nos présidents de fédérations et départementales et régionales côté FDSEA et comme côté donc jeunes agriculteurs pour lancer notre campagne aux élections aux chambres d'agriculture, auquel d'ailleurs vous serez conviés à l'issue de ce conseil fédéral vers 16h30 le mardi donc 18 à un point presse pour vous présenter notre programme, notre projet pour les agriculteurs de notre pays. Alors nous avons déjà des... Alors Jérôme est modeste parce qu'un gros travail a été fait puisque nous souhaitons faire une campagne de terrain. FNSEA-JA la main dans la main, donc les équipes des secrétaires généraux ont travaillé. Les sollicitations des départements bien sûr sont très nombreuses et nous allons travailler sur 3 axes. Le projet que nous conduirons ensemble, les équipes, puisqu'il faudra des équipes représentatives de tous les profils d'agriculteurs, de la très très grande diversité des agricultures et des agriculteurs, Marian FNSEA-JA, dans la nouvelle configuration, puisqu'il y a eu des changements dans le décret élection chambre d'agriculture sur le nombre de personnes sur les listes, la composition des sessions, etc. S'il y a des questions, Jérôme pourra rentrer dans le détail. Et aussi de la forme de mobilisation, puisque une campagne électorale, il y a certes les slogans nationaux, le projet national et le mot d'ordre national, mais c'est beaucoup au local que les choses s'organisent. Donc nous serons responsables nationaux à disposition des départements. D'autres questions? Oui, monsieur Davono. Le projet de loi alimentation va être réexaminé le 12 septembre. Vous avez été relativement rapidement sur ce sujet. Est-ce qu'en l'état, il vous satisfait? Qu'est-ce qui y manque? En l'état, il ne nous satisfait pas. Nous l'avons dit au soir de l'échec que nous avons connu en juillet.
notamment sur un point très important, qui est le point des indicateurs de coûts de production que doivent définir les interprofessions. Donc nous avons travaillé cet été pour trouver la meilleure formule possible, puisque nous avons un gouvernement qui nous dit qu'il est hors de question que ça puisse être à défaut FranceAgriMer ou à défaut l'Observatoire. Donc nous souhaitons, et nous mettons vraiment amicale pression, enfin nous voulons vraiment que les interprofessions et tous les acteurs soient responsables, je l'ai dit, je le répète, pour que des indicateurs puissent être fixés par les interpros. Vous avez noté d'ailleurs que le président de la République met vraiment un point dur en disant si les interprofessions ne font pas, je pourrais même ne pas prendre les ordonnances. Donc il y a une vraie nécessité de travail. Mais nous savons aussi qu'il existe au sein de l'Observatoire des indicateurs de production qui ont comme source les instituts. Institut de l'élevage, Institut fruits et légumes, etc. Donc la source est la même, on sait qu'on pourra faire référence aux deux, mais en termes de responsabilisation des acteurs, nous poussons aussi pour que les interpros le fassent vraiment. Nous sommes attachés aussi à la contractualisation et à la possibilité de négociation de deuxième niveau, c'est-à-dire que quand des industriels ont payé nos produits plus chers, qu'ils puissent aller négocier jusqu'aux distributeurs pour pouvoir passer les hausses. Quand le prix du porc était à 1,03 € le 1er janvier 2016 et qu'il est monté à 1,50 € le 1er septembre 2016, plus 50% en 6 mois, si les négociations prix de février ont été à tel niveau, mais que le prix d'achat augmente de 50% en 6 mois, il faut qu'il puisse y avoir une renégociation par l'industriel. Sinon, ça ne tient pas. Donc ce sont ces dispositifs cohérents entre eux, doublés d'un encadrement des promotions, qui doit toujours, mais qui est toujours sur la table. Et vous avez vu d'ailleurs que les publicités qu'on commence à recevoir, c'est 2 et 1 gratuit, c'est 2 et 1 gratuit, et c'est plus un acheté un gratuit. Donc ça, peu à peu, ça rentre dans la tête, même de ceux qui étaient les plus récalcitrants sur le sujet. Et le seuil de revente à perte à 10%, nous y tenons vraiment. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de recréer, de réinjecter de la valeur, avec un meilleur rééquilibrage des marges au sein de la chaîne alimentaire. C'est un sujet capital. C'est un scandale national de voir qu'en France, la dépense alimentaire n'arrête pas de baisser. Nous sommes le pays où la dépense alimentaire est la plus faible et le pays où la dépense alimentaire a le plus baissé. 1 milliard de valeurs détruites chaque année avec des prix toujours en baisse, 1 milliard détruit, mis dans un trou et qui profite à personne, ni aux industriels, ni aux distributeurs, ni à nous. Ça profite aux consommateurs, mais ils ne le voient pas parce qu'il est habitué à avoir des produits toujours moins chers. Et quand en plus, notamment avec l'article 2 de la loi, il est demandé d'avoir des produits plus tracés, plus sains, moins d'antibiotiques, moins de phyto, moins de ci, moins de ça, il faut des cahiers des charges mieux disant, mais toujours moins chers. Ça ne tient pas. Donc nous notons avec satisfaction, et les grands distributeurs commencent à nous le dire, j'en ai rencontré 3 cet été, qu'ils ont qualitativement des évolutions de consommation avec des consommateurs qui veulent des produits mieux disants et qui, dans leur cahier des charges, affirment que l'argent revient aux producteurs. 53% des Français disent « je suis prêt à payer plus cher si ça revient aux producteurs ». Quelle est la hauteur du consentement à payer? Plus 10%. Jusqu'à plus 10%, le consommateur suit. Au-delà, il ne suit pas. Tout ça, nous le savons. Mais ça ne peut se construire que dans un partenariat intelligent, producteur, transformateur, parfois avec un S, parce qu'il y en a plusieurs, et distributeur. Donc c'est ramener quand même une éthique dans ce secteur qui en manque beaucoup, même si nous savons que pour 40% des consommateurs, c'est le prix qui est déterminant. Mais ce qui m'a amené à dire à M. Macron le 20 juillet, lorsque je l'ai rencontré, que la montée en gamme, nous y sommes favorables, nous l'avons déjà engagée, elle va continuer. Mais la montée en gamme ne marchera qu'à 2 conditions, que si elle est connectée à la réalité du débouché, tant en bio qu'en montée en gamme, label rouge ou cahier des charges mieux disant, et si nous restons compétitifs en termes de niveau de prix. Parce que si on est pleinement en réponse aux attentes consommateurs, mais qu'on est 20% plus cher, on ne sera pas acheté. Donc les deux conditions sine qua non pour réussir la montée en gamme, c'est connecter à la réalité du segment différenciant et être compétitif quand même. Et je l'ai illustré par 2 exemples. En viticulture, la France est le 2e pays importateur de vin basique en big bag. 2e pays, derrière l'Allemagne. Alors que la France est un grand pays de vin. Mais nous exportons beaucoup nos vins haut de gamme et nous importons nos vins, entre guillemets, pas chers. Ça veut dire qu'il faut être compétitif aussi sur ces segments-là.
Sur l'entrée de gamme. Il y aura la montée en gamme, mais on a besoin de l'entrée de gamme. Et rencontrant il y a quelques temps la Fédération du Champagne, ils nous disent la même chose. On a besoin de la montée en gamme, mais il nous faut l'entrée de gamme. Si on n'a pas l'entrée de gamme, y compris en Champagne, on ne rentre pas dans les grandes surfaces qui veulent une offre complète. Deuxième exemple, en volaille. La viande de volaille est une des rares viandes dont la consommation augmente. Vous le savez, pas d'interdit, pas cher, etc. Viande blanche, diététique, tout ce qu'on voudra là, toutes les qualités. Donc la consommation de viande blanche. Quand on regarde, et j'ai remis la courbe à M. Macron, la consommation de viande intérieure, elle est égale entre 2000 et aujourd'hui. Le segment qui augmente, c'est les importations de viande pas chère. Les deux courbes se suivent. On a mis un graphe avec les consommations en très plein intérieur égale, 2000-2018 pareil. Par contre, augmentation du volume consommé, tout est fait par l'augmentation de la consommation. Et la Pologne est le pays qui accroît de façon exponentielle sa production de volaille, et c'est de Pologne que nous viennent les volailles pas chères qui sont consommées à 80% dans la restauration hors domicile. Donc la compétitivité, qui n'est pas un gros mot, c'est la nécessité d'être efficace dans nos exploitations, c'est-à-dire ne pas toujours nous en rajouter sur des contraintes, des charges, des normes, des délais qui créent des charges supplémentaires, et nous donner aussi la possibilité d'avoir un retour de valeur qui nous permet de tenir l'équilibre dans nos exploitations. Voilà, je crois que ça commence à sentir bon le buffet, donc forcément vous allez être traité. Merci. Merci beaucoup de votre présence.